Longtemps cantonné au rang de mouton noir des lettres italiennes modernes, en raison du transformisme idéologique qu'on lui reconnaissait, Curcio Malaparte, né Kurt Erik Sockert, a suscité ces dernières années un regain d'intérêt auprès de la critique. En 2015, l'Université de Grenoble consacrait à l'auteur une journée d'études intitulée « Curcio Malaparte, témoin et visionnaire » afin de réinterroger le parcours accidenté de ce fasciste hérétique et de son œuvre. Dans son récit « La pelle, la peau », qui paraît en 1949 et suscitera de vives polémiques, notamment au sein de l'Église catholique, le livre ayant été mis à l'index par le Vatican, Malaparte retrace l'arrivée des troupes américaines à Naples au moment de la libération de l'Italie par les Alliés en 1943-1944. Celui qui, avant d'assumer les fonctions d'officier de liaison auprès des troupes alliées, avait produit en 1925 le manifeste des intellectuels fascistes, se met en scène lui-même dans ce récit, jugé à l'origine immoral, blasphématoire, antipatriotique. Ne comptant que quelques personnages féminins secondaires, l'œuvre rapporte avant tout, sous l'angle du narrateur-personnage Malaparte, une séquence de la Seconde Guerre mondiale ayant amené militaires américains et citoyens italiens à se côtoyer, principalement à Naples, ou à collaborer dans le cadre de diverses opérations stratégiques. La figure du jeune homme y est ainsi prépondérante, avant tout parce que le fil narratif reliant maints épisodes de l'ouvrage demeure celui de la camaraderie nouée entre le protagoniste et certains de ses frères d'armes. C'est en effet bien souvent par ces échanges avec de jeunes gradés, tels le colonel Jack Hamilton ou encore le capitaine Jimmy Wren, que Malaparte réfléchit sur la guerre, les effets de celle-ci sur le peuple napolitain et le mode d'intervention de l'armée américaine en Italie. Puisque, tel que rappelé par Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, la notion de virilité se trouve à l'origine liée au déploiement chez l'homme et souvent dans des contextes de guerre, de qualités comme la bravoure, la vigueur et l'autocontrôle, il nous est apparu pertinent de revenir au texte malapartien et d'interroger son univers principalement masculin. L'on peut en effet se demander si les premiers vacillements de cet idéal de force physique, de fermeté morale et de puissance sexuelle sur lequel se fonde le concept de virilité se trouvent déjà perceptibles dans le contexte d'affrontements violents dépeint par l'auteur, reconnu pour sa flamboyance et qui s'inscrit lui-même dans la fiction qu'il élabore. La présente communication tentera donc de répondre à cette question en analysant tout d'abord la représentation des militaires américains ainsi que des soldats et civils italiens, groupe dont l'évocation apparaît fortement contrastée. Elle mettra au jour la dynamique des rapports dominant-dominé entre les deux peuples, qui traduit une lecture particulière de l'histoire italienne et mondiale. Enfin, en rejoignant le questionnement premier du colloque, elle tâchera d'établir si l'idée de virilité sort indemne des bombardements de la Seconde Guerre mondiale ou si elle ne se révèle pas plutôt, à l'instar de ses collaborateurs vilipendés et chahutés à la Libération, comme un faux semblant, un simulacre, ayant livré de l'homme achevé une image trompeuse. D'emblée, la description parallèle des Italiens et des troupes américaines laisse apparaître de profondes différences d'ordre socio-culturel que le narrateur-personnage Malaparte souligne à grands traits dans sa narration par des formules choc et l'association dichotomique et symbolique à un genre. Ainsi, il constate d'entrée de jeu que le véritable drapeau italien n'est pas le tricolore, mais le sexe masculin. Puisque l'honneur, la morale, la religion catholique, le culte de la famille, tout est là, entre les jambes, tout est là, dans le sexe. Rejoignant ce constat de Malaparte, Olivia Gazalet, dans Le mythe de la virilité, qui a été publié récemment en 2017, évoque du reste la longue tradition de vénération du phallus qui prévaudra chez les Romains de l'Antiquité, tout comme la parenté sémantique unissant le terme même de fascisme et le mot latin fascinus, renvoyant au sexe en érection et à l'angoisse sous-jacente d'impuissance. Lors même que le respect de la tradition et des valeurs qu'elle défend explique selon Malaparte que le phallus, celui-là même qui se dressait devant la domus antique, condense l'esprit des structures sociales italiennes, l'armée américaine, venue à Naples pour donner son coup de grâce au fascisme, dégage, et je cite, « une odeur de femme blonde, douce et tiède ». Cette caractéristique, soulignée à plus d'une reprise dans l'œuvre, va de pair avec l'attribution, dans la représentation des compagnons d'armes états-uniens, de qualités longtemps associées à l'être féminin,
Non exempts de pudeur et de timidité, les militaires américains rougissent facilement et apparaissent candides, comme le colonel Brand, avec son air naïf et bon, presque puéril, ou le général Cork, dont Malaparte souligne l'ingénuité et la pureté morale. Ce qui est remarquable toutefois, c'est que l'auteur de La Peau ajoute que ces qualités, entre autres déployées par Cork, type du gentleman américain, font de lui un homme, le terme étant employé entre guillemets dans le texte. En ce qu'elle lui confère, écrit-il, cette qualité humaine qui manque aux hommes d'Europe, et notamment un sens précis, viril de ses propres limites. Il savait rougir, explique Malaparte, qui semble ainsi admirer chez les Américains, qu'ils fréquentent quotidiennement et qui seuls savent rire comme des enfants, la sensibilité et la simplicité, en dépit de leur rôle de libérateur, de leur posture de victorieux. Il ne faudrait cependant pas croire que l'auteur de La Peau ne se paie pas aussi la tête de ses vainqueurs, aux manières frustes, au goût grossier, qui, réunis au palais des ducs de Tolède, dégustent dans des couverts de porcelaine ancienne, après les carottes à la crème assaisonnées de vitamine D et désinfectées dans une solution à 2% de chlore, l'horrible spam, le pâté de viande de porc, gloire de Chicago, disposé en tranches couleur pourpre sur une épaisse couche de maïs bouilli. Très alléchant. Leur manque de raffinement va de pair, sauf exception. Le professeur de lettres Jack Hamilton est francophile et se cache pour lire les poèmes de Pindare, en dépit de sa simplicité et de son innocence presque puérile, avec une culture générale des plus restreintes. À ce chapitre, l'entrée dans Rome des troupes alliées par la voie appienne, ce morceau d'anthologie, demeure révélatrice en ce que l'épisode fait éclater au grand jour les limites de l'érudition du général Cork et des soldats américains. Ignorant de larges pans d'histoire romaine, ils se plaisent à jouer aux touristes turbulents et irrespectueux en sautant de leur jeep pour grimper sur les tombes des dignitaires romains et y laisser leur signature quand ils le jugent opportun. Par-delà le plan des connaissances et des habitudes de vie, le rapport à la sexualité des jeunes Américains ajoute au portrait de leur candeur et tranche sur le contexte napolitain et plus largement italien. C'est surtout par la représentation très stéréotypée des soldats noirs, désignés par le terme nègre, que Malaparte traite de cette question. Dotés d'une forte libido et d'un intérêt marqué pour les bordels, les Noirs dépeints dans l'œuvre sont ceux que les prostituées parviennent le plus facilement à titiller. Dès lors, sont-ils l'objet de stratégies visant à attiser leur concupiscence, comme cette surprenante conception de perruque aux longs poils blonds visant à recouvrir le pubis des femmes napolitaines, puisque « Negroes like blondes ». Comparant le prix des filles à celui des paquets de cigarettes ou des boîtes de corned beef, les Noirs du récit, eux-mêmes la cible d'un trafic amenant des familles napolitaines à se les attacher afin d'obtenir des biens de consommation, seraient restés au plus près de l'état de nature selon le narrateur. Voilà ce qui expliquerait l'énergie sexuelle débordante dont ils font preuve et ces scènes quasi diaboliques de kermesse funèbre durant lesquelles ceux-ci dansent, ivres, avec des prostituées à demi-nues sur des monceaux de gravats et de ruines d'immeubles bombardés. Les marques typiques de la dépréciation essentialisante et raciste des peuples indigènes par les colonisateurs, qui leur reconnaissaient bien souvent un fond d'animalité et un membre monstrueux, instrument de toutes les perversions, apparaissent en somme clairement dans cette évocation des Noirs de l'œuvre. De manière générale, dans l'espace de La Peau, l'homme américain, qu'il soit blanc ou noir, s'inscrit résolument du côté de la pulsion vitale et du bonheur conféré par une certaine forme d'inconscience. Dès l'incipit est ainsi évoqué le colonel Jack Hamilton, de retour d'une séance de punching ball au gymnase de la PBS. À l'inverse, le napolitain et plus largement l'italien et l'européen sont issus d'une culture mature, séculaire, où mort et souffrance sont prégnantes et façonnent l'être et sa psyché. Au terme du récit, Jimmy, reprochant à Malaparte d'accorder trop d'importance aux morts, se fait ainsi rétorquer par celui-ci qu'en Europe, seuls les morts comptent. Se posant lui-même en homme responsable, cultivé, doué de connaissances médicales qui se révèlent être le fruit de l'expérience, le narrateur-personnage Malaparte a la lucidité de celui qui perçoit sans phare l'avilissement du peuple napolitain à la suite de l'arrivée des troupes américaines. Si le commandant Morris juge que les hommes forts ne pleurent pas,
Malaparte, lui, verse des larmes en observant chez les Napolitains la dégradation des mœurs qu'engendre la lutte pour la vie et qui mène, entre autres, au commerce des enfants, à la prostitution et à la perte globale de dignité. Autre sujet de préoccupation du narrateur, le spectre de la dévirilisation émerge alors qu'il est fait allusion, et je cite, « aux langoureuses légions d'homosexuels venus à Naples comme guidés par la douce odeur de cuir neuf et de tabac de Virginie de l'armée américaine. » Reconnaissant la participation à la résistance d'hommes tels Georges, qui, avec ses hanches rondes et ses mains roses, a contribué, blond Cupidon, à la libération de l'Europe, Malaparte se rit néanmoins des invertis qu'il côtoie et qui n'auraient adhéré au marxisme que par un inconscient bovarisme prolétarien. L'évocation de Jean-Louis, issu de la noblesse milanaise et qui a la tête d'Antinoüs et le long corps des faibles des statues de la décadence grecque, est pour le narrateur l'occasion d'exprimer les craintes que ces jeunes gens font naître en lui pour l'avenir de la nation. Je cite ici Malaparte. « Je me demandais avec stupeur comment, de ma génération forte, courageuse, virile, d'hommes formés dans la guerre, dans la lutte civile, dans l'opposition individuelle à la tyrannie des dictateurs et des masses, comment, d'une génération mâle, non résignée à mourir et non point vaincue malgré les humiliations et les souffrances de la défaite, avait pu naître une génération aussi corrompue, cynique, efféminée, aussi tranquillement et doucement désespérée, dont les jeunes gens comme Jean-Louis représentaient la fleur, éclose à la limite extrême de la conscience de notre temps. Néanmoins, la description du groupe des homosexuels est également l'occasion pour Malaparte de rendre compte de la spécificité et du caractère ancestral de pratiques culturelles napolitaines. Trouvant ses racines dans le terreau de la culture antique, le rite de la filiata dei Femminelli, auquel le narrateur protagoniste Malaparte assiste dans une maison de Torre del Greco, consiste ainsi, pour l'homosexuel, à rejouer les douleurs et les joies de l'accouchement. Au terme de la cérémonie, les participants, excités, se dénudent, s'embrassent, se mordent les fesses, se traînent à quatre pattes dans la chambre, ce qui choque profondément le colonel Jack Hamilton. Bien que celui-ci soit pris d'une rage folle et botte rudement le derrière des hommes présents avec ce petit monstre de bois sorti des entrailles du parturian, le Florentin fait néanmoins valoir avec une ironie bien palpable à son camarade, honnête, innocent américain, que ces jeunes hommes, aux pratiques apparemment peu dignes, sont aussi des héros de la liberté. Car tout en appréhendant une certaine efféminisation de la race, à l'instar des fascistes qui craignèrent le péril homosexuel découlant d'une sorte de, et là je cite ici Olivia Gazalet, porosité des genres et de l'indéfinition sexuelle, Malaparte demeure solidaire avec le peuple italien, passé de l'adhésion au fascisme à la défense alliée des valeurs libérales. La dynamique vainqueur-vaincu, et notamment la posture de domination dans laquelle se trouvent les militaires américains, mérite d'ailleurs d'être envisagée telle que rapportée dans le récit, puisqu'elle met ici encore en jeu le concept de virilité et la réflexion sur le genre. La complexité de la situation italienne, avec son changement d'allégeance, est d'emblée source d'amertume autant que d'ironie chez le narrateur. Les Américains, générateurs d'une sorte de peste morale au sein de la population napolitaine, sont les vainqueurs devant lesquels, avec leur viril orgueil, les Italiens ont jeté leurs armes et leurs drapeaux dans la boue encore une fois. L'imitation burlesque de Mussolini par le protagoniste en dit long sur le sentiment trouble qu'il habite malgré tout à la fin de la guerre par rapport à la libération de l'Europe par les Alliés. Chemise noire de toute l'Italie, la guerre que nous avons glorieusement perdue est enfin gagnée. Nos ennemis bien-aimés, exaucant le vœu de tout le peuple italien, ont enfin débarqué en Italie pour nous aider à combattre nos alliés allemands que nous haïssons. Chemise noire de toute l'Italie, vive l'Amérique! Sur le plan symbolique, la suggestion des Italiens par rapport aux libérateurs états-uniens s'exprime entre autres par ce poisson-sirène ressemblant à s'y méprendre à une fillette morte que le général Cork fait pêcher dans l'aquarium de Naples afin de le servir aux convives réunis lors d'un repas officiel. On a associé cet étrange poisson-sirène à Parthénope, lié dans la mythologie grecque à la cité napolitaine. De la même façon, l'arrachement par Jack Hamilton du répugnant phallus de la statuette de bois extraite des cuisses de Cicillo au terme du rite de la filiata
recèle une signification apparentée. Jack avait raison de poser ce geste rageur pour châtier la perversité des Feminelli, observe le narrateur, puisqu'il est « a wonderful American ». Évidemment, c'est dit avec de l'ironie. Aux yeux du jeune homme, issu d'une culture aseptisée, puritaine, le rite antique n'apparaît plus que sous un jour dégradant, monstrueux. Les vainqueurs ont du reste toujours raison, constate Malaparte, même si la culture des vaincus laisse en eux leur marque, comme ce fut le cas chez les Romains de l'Empire, dont les croyances furent modelées par celles des Grecs de la période classique. Si les jeunes Américains, qui fanfaronnent et se croient tout permis lors de l'entrée dans Rome, alors qu'ils vont jusqu'à tenter de défoncer la porte de l'église du Covadis par simple désir de visiter les lieux, s'imposent comme les libérateurs souvent adulés du peuple, qui leur pardonnent généralement leurs frasques, la fiction de Lapo témoigne de la vanité de leur virilité triomphante. L'optimisme et l'assurance des soldats venus d'outre-Atlantique sera mise en déroute par la nature elle-même. Lorsque le Vésuve, en éruption en 1944, les transformera à leur tour en misérables vaincus, les plongeant dans le chaos d'une évacuation aux accents cataclysmiques. Perçu comme un châtiment divin par plus d'un Napolitain, s'en prenant notamment aux clients noirs des bordels, ceux qui, peu de temps avant, étaient encore si sûrs d'eux-mêmes et méprisants, orgueilleux de leurs conditions d'hommes libres, ils retrouveront ainsi la réelle mesure de leur humanité. Car par-delà les conflits politiques déterminant le groupe des triomphateurs et celui des perdants, le seul drapeau que peut se reconnaître l'humanité est justement cette peau qui donne son titre à l'œuvre malapartienne. Un Italien, écrasé par un tank, après avoir acclamé l'armée des libérateurs entrant dans Rome, fera ainsi dire à Malaparte, observant le tapis humain qu'il en reste. Je regardais l'horrible chose étendue sur le lit, et je riais en moi-même, en pensant que tous, ce soir-là, nous nous prenions pour des Brutus, des Cassius, des Aristogitons, et nous étions tous, vainqueurs et vaincus, comme cette horrible chose étendue sur le lit, une peau coupée en forme d'homme, une pauvre peau d'homme. Garante de souffrance et de mort, la peau est ce qui rallie les vivants de toutes les nationalités, qui lui confère une importance de premier plan, eux qui évoluent dans une modernité sans Dieu. Une scène très particulière de la fin de l'œuvre rend compte des sentiments qui agitent le narrateur par rapport à ce constat de l'imposture de toute flamboyance virile. Logeant, fiévreux et en proie à des hallucinations, chez un ami gynécologue, Malaparte lit sur le visage d'un des fœtus conservés dans une pièce ce mélange d'ambition et de désillusion, d'insolence et de tristesse propre au visage de l'homme, qui amène à ressentir à son endroit une affectueuse compassion. Plus triste et horrible que ces amas de chair pourrie flottant dans des bocaux emplis de liquide jaunâtre, l'orgueil, la cruauté, la trahison, la lâcheté, la violence sont des sentiments et des conduites que l'expérience de la guerre a permis à Malaparte d'observer et qui constituent la part d'ombre de ceux qui demeurent devant la porte close de la mort. En établissant un portrait dichotomique de l'Américain et de l'Italien, de même qu'en révélant les rapports de force sous-tendant l'interaction entre les deux nations, Curzio Malaparte montre ainsi que sous les oripeaux de la virilité, c'est le grotesque et le pitoyable de la condition humaine que l'on débusque. Sur la peau s'écrit l'histoire politique, aussi bien que l'expérience humaine elle-même, le trauma de la Seconde Guerre mondiale ayant donné la réelle mesure de cet idéal de virilité porté par l'effort de libération de l'Europe par les Alliés. Malgré tout, la peau se conclut par une réflexion qui laisse entendre que le sacrifice individuel porte ses fruits pour l'humanité entière. Le narrateur déclare ainsi à l'un de ses camarades états-uniens sur le point d'être rapatrié « Oh Jimmy, pourquoi ne veux-tu pas comprendre qu'il y a certainement des milliers et des milliers de Christ parmi tous ces morts? » L'espoir chrétien d'une rédemption mystique affleure chez le protagoniste qui rapporte « Là-bas, aussi loin que portait mon regard, des milliers et des milliers de cadavres jonchaient la terre. Il n'aurait été que de la chair pourrie ces morts, s'il n'y avait eu parmi eux quelqu'un qui s'était sacrifié pour les autres, pour sauver le monde, pour tous ceux, innocents et coupables, vainqueurs et vaincus, qui avaient survécu à ces années de larmes et de sang, pour que tous ceux, innocents et coupables, vainqueurs et vaincus, qui avaient survécu à ces années de larmes et de sang, n'eussent pas à avoir honte d'être des hommes. »
Très critique vis-à-vis de l'Église catholique, à laquelle il adhérera toutefois en fin de vie, Malaparte distingue dans ses écrits le vrai Christ de l'autorité abusive des ministres religieux qui contraignent les masses dans une espèce d'acceptation passive de rites extérieurs. La virilité étant historique, sa conception chez Curzio Malaparte laisse en somme apparaître les stéréotypes, aussi bien que les angoisses et les espérances de l'intellectuel italien au crépuscule du nazisme et après la chute du Duce, alors que le peuple italien, ébranlé par la trahison du père, se raccroche en partie à ce Fils céleste pour donner du sens à une vie qui en est apparemment dépourvue. Elle découvre néanmoins aussi une brèche percée dans la cuirasse du discours viriliste, le narrateur de l'appel reconnaissant et louant la sensibilité et la modestie des Américains, tout en évoquant les larmes qu'il verse lui-même à plus d'une reprise sur la situation italienne et napolitaine. Ainsi, il n'aura fallu que quelques décennies pour que, sous les cieux assombris par l'aviation militaire et les bombes dévastatrices, l'exaltation du surhomme futuriste laisse place, chez des auteurs tels Malaparte, à une silhouette beaucoup plus fragile et ténue, celle de l'homme des sociétés modernes, moins tout d'une pâte, lustré de force et de vaillance, mais plus complexe et plus humain. Celui qui, en 1931, dans sa technique du coup d'État, annonçait l'ascension de Hitler et retraçait les tactiques politiques fascistes, condamné pour cela à une peine d'emprisonnement de plusieurs mois et d'assignation à résidence de 5 ans par Mussolini, semble donc avoir su relayer, par-delà ses réflexes conformistes et les topoïs racistes, une représentation du genre masculin différent quelque peu du modèle viril traditionnel. Au final, ne peut-on postuler que le silence relatif qui, jusqu'à récemment, enveloppait l'œuvre malapartienne puisse, dans une certaine mesure, s'expliquer par la critique de littéraires comme Giulio Vallese, qui, dans les années 50, reprochait à l'auteur de la Pelle d'avoir, avec une douteuse complaisance, brossé le portrait d'amis américains, et je le cite, tout à la fois viril et féminin, rougissant facilement, mais capable d'envoyer des coups de pied aux pédérastes, peut-être par un certain besoin d'alibi. Et voilà. Merci.